il se trouve que le niveau des matières premières relatifs aux actions, on est sur des plus bas de 100 ans. Donc même avec la hausse qu'on a eue sur le secteur énergétique ces derniers trimestres, on revient à peine à la moyenne des 100 dernières années. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo en compagnie de Nicolas Chéron, qui est une star, on peut dire, dans le domaine de la finance, de l'investissement. Une référence en tout cas pour nombreux d'entre nous. Je disais d'ailleurs juste avant que je louais la qualité de ses partages sur les réseaux sociaux, de ses analyses techniques. Il a clairement, d'ailleurs, je parlais de toi il y a une ou deux vidéos où je disais que j'étais absolument pas une référence en termes d'analyse technique. Il y avait des gens qui étaient bien plus compétents que moi et donc je t'évoquais d'ailleurs. Et voilà, on va parler aujourd'hui de l'investissement sur le secteur de l'énergie. Alors c'est une vidéo un peu spéciale, une première pour moi, à vrai dire, puisque c'est une vidéo qui est sponsorisée par Total Energy. Alors c'est pas du tout en mode faites all-in sur l'action Total Energy, c'est pas du tout dans cette optique-là. Ce qu'on a évoqué avec eux et ce qui nous a bien plu aussi au niveau de l'approche qu'ils ont pu avoir, c'est que c'est une vidéo à pour but d'éducation, pour parler du secteur de l'énergie d'une manière générale, et on évoquera au milieu de tout ça, bien évidemment, quand même Total Energy. Voilà. On fera une petite, voilà, il y a Nicolas qui partagera un certain nombre de choses sur l'action, ce qu'ils font de leur côté, leur pratique de distribution de dividendes. Il reviendra d'ailleurs sur des épisodes personnels associés à cette action. Et voilà, donc on va évoquer secteur de l'énergie vu d'ensemble, les opportunités vues du côté de Nicolas, investissement et stratégie sur ce domaine. Et puis, voilà, d'une manière générale, ça sera une discussion ouverte entre lui et moi, même si bien sûr on a un déroulé et que j'ai des tas de questions à lui poser. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres questions. Voilà, je les fais remonter à Nicolas. Et puis, si j'ai la possibilité, si j'ai la réponse, bien sûr, je vous répondrai moi-même. Maintenant qu'on a évoqué la partie sponsoring, histoire que ce soit bien clair sur le cadre dans lequel est fait cette vidéo, Nicolas, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors, bonjour Cédric. Déjà, merci beaucoup pour cette invitation et ces compliments. Plaisir. Alors, qui suis-je? Je suis un investisseur passionné comme toi. D'ailleurs, je te félicite en retour pour tes contenus et tout ce que tu fais, la volonté de partager, de vulgariser, de démocratiser l'investissement. On est en France, dans un pays où malheureusement, on a une culture financière qui est proche de zéro, des gens qui ont énormément d'argent sur des livrets A et qui ne croient qu'en la pierre. Et je crois qu'on essaye l'un comme l'autre de les inviter à élargir leur spectre. Pour ma part, je suis stratégiste, analyste boursier. J'ai travaillé pour Zone Bourse, qui est un des sites français les plus connus pour les investisseurs actifs. Et puis ensuite, j'ai fait de la vulgarisation, de l'éducation pour les particuliers chez de nombreux courtiers, FXCM, un courtier américain sur l'échange, CMC Markets en Angleterre sur les CFD, Bink Bank qui a été racheté par Saxo Bank par la suite. Donc j'ai fait ça pendant, je dirais, 10-12 ans. L'investissement, ça fait près de 20 ans que j'en fais puisque j'ai acheté une de mes premières actions à 19 ans et que j'ai bientôt 40. Oula. Ça y est, on se m'a parlé comme des vieux. Donc voilà, presque 20 ans de bourse. Je suis pas une star, je suis pas un géant, je suis pas un trader émérite. Je suis un investisseur curieux qui, avec les années, a commencé à faire fructifier son petit capital, son patrimoine. Aujourd'hui, j'ai des actions, j'ai des ETF, un peu d'immobilier, j'ai de l'or, des cryptos, du private equity, du vin, de l'art. Voilà, j'ai un petit peu de tout. Je suis curieux. Je dirais que c'est une des spécificités de l'investisseur. Il faut rester curieux toute sa vie. Et voilà, j'ai répondu présent parce que tout comme toi, donc j'ai travaillé avec Total sur leur campagne récente de
de vulgarisation concernant leur société, leur politique de dividendes, leur politique concernant les énergies renouvelables. Je précise que je ne suis pas spécialiste du secteur pétrolier, je ne suis pas spécialiste du dossier Total particulièrement, mais on va dire qu'avec mes 2 petites décennies d'expérience, j'ai vu des choses dans ce secteur. Je t'ai glané quelques graphiques pour pouvoir montrer des cycles, des zones d'intérêt, parler de certaines valeurs, de certains sous-secteurs, de façon d'opérer aussi pour l'investisseur, et puis aussi de parler bien évidemment des risques associés, puisque comme tout investissement, il y aura des risques. Voilà, je vais essayer comme ça d'amener quelques pierres à l'édifice pour que ceux qui nous entendent puissent apprendre des choses et aussi avoir accès à d'autres lectures ou vidéos pour pouvoir continuer d'apprendre sur ce sujet. Excellent, merci Nicolas. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu dis en précisant que je ne suis moi non plus absolument pas un expert du domaine. Voilà, je pense qu'on peut dire qu'on est tous les deux juste des investisseurs passionnés qui aimons partager sur les réseaux nos découvertes, nos aventures. Parce que je le vois comme ça, l'investissement, c'est une aventure avec des rebondissements, des bonnes surprises, des moins bonnes. Et donc, voilà, à ne pas prendre ça comme le disclaimer habituel. Ce n'est pas du conseil en investissement, ce n'est que du partage de points de vue. Voilà. C'est ça, exactement. Les informations soumises ici. C'est ça. Excellent. Bon on va attaquer du coup le vif du sujet. Ok, d'une manière globale, quelle est ta vision sur le secteur de l'énergie actuellement? J'adore Question ce très genre large. de questions ultra ouvertes, ultra complexes. Alors ça dépend quel secteur, quelle partie du secteur de l'énergie. Déjà globalement, après en avoir discuté avec des spécialistes, et d'ailleurs en tant que spécialiste tant qu'on y est, je passe le bonjour à Benjamin Louvet, qui est spécialiste sur les métaux précieux, sur l'or et sur la transition énergétique, et aussi sur le pétrole. Comme dirait Benjamin, c'est un secteur qui est extrêmement complexe parce que ça dépend d'énormément de facteurs. Il y a la macroéconomie qui joue, bien évidemment. Si on a un développement macroéconomique positif, de la croissance, on a une augmentation de la demande d'énergie pour les particuliers, pour les entreprises, la demande de pétrole qui augmente et donc forcément ça va avoir un impact sur les prix. D'autres facteurs sont aussi la géopolitique. Et regarde, quand tu as des tensions entre l'Ukraine et la Russie, tu vas avoir des prix du gaz, de l'électricité, du pétrole qui vont énormément bouger. Même chose que quand tu as des tensions dans les pays du Golfe. Tu peux aussi avoir des tensions dans certains pays africains, desquels on extrait des minerais ou du pétrole, toutes sortes de matières premières. Donc des tensions, tu peux en avoir sur le gaz, sur le pétrole, sur l'uranium, dépendamment des zones. Est-ce que c'est un problème d'approvisionnement? Est-ce que c'est un problème d'extraction? Tu vas aussi avoir des choses beaucoup plus globales qui vont impacter le secteur de l'énergie, comme les politiques monétaires. Est-ce que la Fed est en train d'augmenter ses taux d'intérêt faisant monter le dollar, ce qui va pressuriser l'ensemble des actifs dénominés en dollars, donc principalement les matières premières? On a une très forte corrélation inverse entre le CRB, qui est l'indice mondial des commodities, des matières premières et du dollar américain. Ces derniers trimestres, d'ailleurs, on avait un dollar qui était très fort et donc des commodities qui ont réussi quand même à grimper. Donc, c'est dire à quel point elles étaient puissantes. Quid de la suite si on a des taux qui baissent et un dollar qui rebaisse? Est-ce que ça va permettre à ces matières premières de rester à flot, de continuer de monter, et ce malgré peut-être un ralentissement économique? Donc tu as le dollar qui joue, tu as bien donc les taux d'intérêt, cela va de pair. Ensuite, tu as les politiques des zones économiques qui vont jouer. Regarde le charbon. La Chine est en train de construire des centrales à charbon par dizaines, alors que les autres disent qu'il faut arrêter. L'Europe dit nous on va se lancer dans l'hydrogène, donc on va soutenir les sociétés dans l'hydrogène pour pouvoir être les pionniers ou être en tous les cas forts sur ce sujet de l'hydrogène. L'Europe et les États-Unis aussi avaient à un moment boosté les renouvelables, le solaire, l'éolien, la biomasse, avant de malheureusement les lâcher un petit peu.
Mm. T'as le nucléaire aussi qui a été de retour, alors qu'on avait dit oh là là, il faut arrêter le nucléaire, c'est pas bien. Tout le monde revient au nucléaire et on le verra ensemble. On a des performances sur des entreprises du nucléaire comme Cameco Corp ou bien des ETF sur l'uranium qui ont cartonné ces derniers trimestres. Donc voilà, c'est un secteur dont on entend beaucoup parler avec les guerres, qui est assez cyclique, qui reste haussier à très long terme. C'est très complexe. Il y a des opportunités qui se dessinent en fait fonction des facteurs cités. Alors un coup ça va être la politique économique, un coup ça va être la croissance, un coup ça va être une guerre. Et je dirais que notre capacité en fait, c'est là où c'est important, c'est qu'on soit là pour dire ah tiens, il y a un changement de paradigme qui est en train de se faire, tu vois. À un moment donné de dire ah bah le pétrole a été très joué par les opérateurs, peut-être qu'il faut le mettre de côté. Les renouvelables sont au tapis, peut-être qu'on va pouvoir s'y intéresser. Globalement, moi, je suis haussier sur ce secteur-là. Je pense qu'il y a des opportunités. Après, il faut bien définir dans quelle optique on fait cet investissement. Si tu me dis demain que tu veux investir dans l'uranium malgré la hausse de 100% des cours depuis un an, je te dirais pourquoi pas puisque c'est du très long terme. Si tu me dis que tu veux y rentrer à court terme, je te dirais attention. De la même manière qu'on parlera de Total tout à l'heure, j'adore Total. À 25 euros, j'ai dit à tout mon lectorat d'en acheter énormément. Tu te doutes qu'à 60 euros, je suis un petit peu plus prudent, attentiste, dirons-nous. Donc voilà, un secteur. Moi, je connais, si tu veux, des analystes qui travaillent pour des sociétés de gestion ou des banques. Ils sont pas spécialistes du secteur de l'énergie. Ils sont spécialistes d'un sous-secteur de l'énergie. Certains sont spécialistes de l'éolien, d'autres du pétrole, et certains dans le pétrole vont dire ah non mais moi je fais que le transport ou moi je ne fais que le stockage. Tu vois. Donc c'est pour dire à quel point il y a une ramification dans ce secteur qui est très forte et c'est quelque chose de passionnant à étudier. Donc clairement, effectivement, un secteur éminemment complexe avec beaucoup de, comme tu l'as très bien dit, de ramifications entre le nucléaire, les énergies renouvelables qui elles-mêmes ont leur propre sous-partie avec de l'éolien, du solaire pour parler des plus connus. Et enfin voilà, quelque chose d'assez complexe. Néanmoins, est-ce qu'on peut pas quand même dire que dans un monde qui a de plus en plus de besoins, en fait, si on cite effectivement c'est le secteur de la crypto, en tout cas du côté du Bitcoin, qui utilise de l'énergie pour pouvoir faire tourner le réseau, ou aussi du côté de l'intelligence artificielle qui bouffe pas mal d'énergie aussi pour pouvoir fonctionner. D'une manière générale, on peut quand même penser que le secteur de l'énergie est en croissance et continuera à être en croissance, en tout cas sur le long terme, quoi. Totalement. Tant que la croissance mondiale sera, on aura une demande de la plupart des énergies qui ne fera que croître dans les 20 ans à venir. Ce sera d'ailleurs un des plus gros challenges, je pense, des 20 ans à venir. Comment on va gérer un monde en croissance qui consomme de plus en plus avec des matières premières qui sont finies? Est-ce qu'on va réussir à trouver des solutions pour pouvoir produire de l'énergie à plus bas coût, en plus grosse quantité? Les cryptos, l'industrie, les particuliers, tout consomme énormément d'énergie, on consomme de plus en plus. D'ailleurs, je voulais te montrer 2-3 graphiques en introduction puisqu'on est vraiment sur la big picture générale de ce secteur. Là, c'est un graphique qu'on a sous les yeux sur à peu près 100 ans, de 1920 à 2020, et où on compare en fait le niveau du secteur énergétique avec le Dow Jones pour voir si les matières premières sont sur- ou sous-évaluées par rapport aux actions. Et en fait, il se trouve que le niveau des matières premières relatif aux actions, on est sur des plus bas de 100 ans. Super Donc, intéressant. En fait, on a des actions qui sont extrêmement chères et des commodities qui, comparées aux actions, en tous les cas, sont très très peu chères. Peut-être qu'en fait, que la hausse qu'on a vécue un peu forcée
avec la sortie du Covid et la consommation très forte, et puis le choc de la guerre en Ukraine, n'était que les prémices d'un retour des matières premières au sens large sur le devant de la scène. Ici, tu as un autre graphique, donc là, c'est les valeurs du secteur énergétique comparées au S&P 500 depuis 1926. Et donc, tu vois que en 2008, on avait un pétrole qui était extrêmement cher, qui avait atteint les $150 et qui était cher par rapport aux actions. En 2022, le poids du secteur énergétique par rapport au S&P 500 était divisé par 5 ou 6. On était très peu cher. Et donc, même avec la hausse qu'on a eue sur le secteur énergétique ces derniers trimestres, on revient à peine à la moyenne des 100 dernières années. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu une très forte hausse du secteur de l'énergie. Quand tu regardes ici, c'est les différentes hausses sur les sous-secteurs du S&P 500 donc aux États-Unis, et puis aussi en comparaison avec l'immobilier, les marchés émergents, les taux d'intérêt, etc. Tu vois que l'énergie en fait a tiré son épingle du jeu et qu'elle a même surperformé la tech depuis le Covid. Donc un secteur à garder en tête. Néanmoins, on va le voir, un secteur qui peut être très volatile, dépendamment du cycle, dépendamment des récessions ou autres, et donc un secteur qui nous intéressera peut-être sur repli et non pas au niveau des cours actuels. Et j'insiste là-dessus, je n'aime pas arriver après la bataille et faire un webinaire alors que tout est tout en haut en disant « Waouh, vous avez vu, c'était génial, il fallait en être ». Là, c'est plutôt un webinaire pour dire « Ce secteur est revenu sur le devant de la scène. À court terme, il est peut-être un peu cher, un peu surévalué et on verra les opportunités, il faut être précis. Mais en tous les cas, un secteur puissant et globalement des matières premières qui, comparées aux actions, sont sur des plus bas de 100 ans. Et puis, j'avais un quatrième graphique qui était ce graphique de la démographie, et ça, c'était pour agrémenter ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on soit en fait sur des scénarios de faible fertilité ou pas, on est sur un monde en croissance jusque 2050, faible ou forte, dans tous les cas, c'est un monde en croissance. Donc, on va avoir besoin d'un paquet d'énergie. Hyper intéressant le dernier graphique que tu as montré, effectivement, qui prend en compte une diminution, qui est pour moi... j'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a quelques temps sur ma chaîne où j'évoquais la problématique du fait qu'on est passé en dessous du renouvellement de la quantité d'enfants qui naissent pour pouvoir assurer un renouvellement de la population en France aussi, où on était pendant longtemps très fiers de notre taux de natalité. Je crois qu'on est à... alors le chiffre date, hein, mais il s'est pas amélioré depuis, mais 1,83 de mémoire, quoi. Et je crois qu'il faut du 2,10 pour qu'il y ait un renouvellement de la population. Voilà, ce que tu évoques d'une manière générale dans les pays occidentaux, il y a une réelle problématique en termes de taux de natalité. Néanmoins, même dans ce cas-là, à l'échelle individuelle, on consomme de plus en plus d'énergie. Donc, c'était intéressant de voir cette projection, notamment sur le graphique que tu as montré. Et alors, comme tu l'évoquais, ça a pas mal bougé là sur ces dernières années, le secteur de l'énergie. Ultra intéressant le dézoom complet que tu nous as affiché sur la comparaison entre la valorisation du secteur de l'énergie versus les actions, en tout cas les commodities versus les actions. Donc effectivement, tout de suite, moi en tant qu'investisseur, je me dis ok, ça peut être intéressant quand même de mettre un billet pour les 10 ans à venir. On peut tabler sur une continuité du rebond, même si un rééquilibrage en fait. Ouais, voilà, un rééquilibrage, c'est ça. Même si là, comme ça a beaucoup poussé, ça monte pas en ligne droite, hein, donc d'attendre une correction serait assez judicieux. En tout cas, moi, c'est le réflexe que j'aurais de mon côté, de surveiller le secteur et puis d'attendre une phase de correction sur celui-ci. Et justement, en termes de tendance macroéconomique,
qui influence en tout cas de grosses tendances, hein, puisqu'on a compris que c'est un secteur qui est extrêmement complexe, avec beaucoup de sous-ramifications. Mais il y a quand même des tendances macro fortes qui amènent notamment sur le pétrole par exemple, mais qui amènent un impact en termes de modification des prix sur celui-ci. Ouais, ben on l'a dit. Alors, il y a les tendances politiques fonction des décisions qui sont prises par certaines zones économiques. Il y a les tendances sociétales. Donc, tu le soulevais tout à l'heure. Même si on a un taux de natalité qui baisse, on consomme de plus en plus par personne. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Après, il y a la tendance des marchés. Est-ce que les marchés sont plutôt porteurs ou non? Et généralement, est-ce que les marchés sont porteurs ou non? Ça dépend du cadre macroéconomique. Or, la macroéconomie, et ça rebondit sur le fait que tu dis on est peut-être un peu haut, on pourrait profiter d'une correction. Alors, bien évidemment, personne ne s'entend, hein, tu le sais comme moi. Hein, il y en a qui disent soft landing, d'autres hard landing. Est-ce qu'on va faire un atterrissage soft ou non? La macroéconomie, je pense, sera au centre des attentions en 2024. On a une Europe qui ralentit très fortement. On a des PMI en France, en Allemagne qui nous montrent qu'on est en contraction. On a des États-Unis qui sont restés très forts en 2023 parce qu'en fait les Américains ont consommé à crédit comme des fous. Les taux qu'ils payent sur les voitures, sur les crédits revolving, sur les cartes bleues et tout, on est à des records historiques. Donc en fait, tout le monde disait fin 2022 qu'on devait se taper une récession en 2023 qu'on n'a pas eu parce que on a comme d'habitude planche à billets, cash. Le classique. Bon, là, pour une fois, c'était pas du quantitative easing ou autre, c'était les particuliers qui tout simplement se sont endettés à outrance, ou en Europe qui ont utilisé leur poire pour la soif, c'est-à-dire l'argent qu'ils avaient mis de côté pendant le Covid. 2024 va être challenging parce que on s'attend à ce que les États-Unis ralentissent, on s'attend à ce que la croissance chinoise décélère. On s'attend à ce que l'Europe soit potentiellement en récession. Et si c'est le cas, on va tout simplement avoir un ralentissement économique, une moindre demande de pétrole et de matières premières en général, et donc très certainement une respiration sur ce secteur. Sauf événement géopolitique majeur. Ça, je pourrais le répéter tel un disclaimer ou tel un astérix tout le long de notre émission. Vous vous doutez bien que si demain la Chine envahit Taïwan, on va avoir des petits soucis d'approvisionnement sur certaines matières premières. Clairement. Et puis même de toute façon, ce qui s'est passé là depuis... la guerre en Ukraine, ça a démarré quand? C'était il y a 1 an et demi, c'est ça? 2022, mars 2022, ouais. Ouais, 1 an et demi déjà. Ouais. Voilà, malheureusement, alors moi c'est ma théorie, hein, mais je pense que plus on a de crises et plus ça augmente la probabilité d'en avoir d'autres. Et bon, malheureusement, on est dans un contexte aujourd'hui géopolitique où on peut avoir de mauvaises surprises encore, ce qui peut influencer forcément le cours notamment du pétrole, mais pas que. On est dans un monde qui se fracture. Hein. On voit qu'il y a des tableaux qui se mettent en place. Après, c'est un jeu de plaques tectoniques, c'est-à-dire que les États-Unis ne fonctionnent pas sans la Chine sans les États-Unis, et en fait, tout le monde tient son voisin par les barbichettes. Tu vois ce que je veux dire? Et on est tous dépendants des uns ou des autres pour certaines raisons. Ce qui est salutaire. Oui. Sauf les Européens, malheureusement, qui n'ont plus d'énergie à eux, peu de matières premières, et qui sont dépendants de leurs petits copains et en plein milieu de conflits. Donc, nous, on est un petit peu le dindon de la farce dans cet échiquier pour les années à venir, et il faut vraiment qu'on arrive à se disrupter, à trouver des moyens de tirer notre épingle du jeu sur cet échiquier. C'était le nucléaire était en fin de compte le moyen de tirer notre épingle du jeu. Et voilà, la décision politique a été prise de mettre un gros coup d'arrêt sur ce secteur-là. Néanmoins, nécessité fait loi, comme on dit. Et en l'occurrence, on voit qu'il revient au devant de la scène parce que pas le choix. Voilà. On a voulu aller trop vite, en fait.
évidemment qu'il faut moins consommer de pétrole, évidemment qu'il faut développer le renouvelable, mais on doit se servir en fait du pétrole et du nucléaire qu'on a à notre disposition pour pouvoir développer des technologies et pour pouvoir faire monter notre parc de renouvelables progressivement. Ça sert à rien de se mettre dans des situations comme on a fait juste avant la guerre en Ukraine, où on arrête les investissements dans le pétrole, où on arrête de développer le nucléaire, où on se met à fond dans les renouvelables, et puis d'un coup on se retrouve le bec dans l'eau. Il faudrait qu'on ait le problème pour ça, c'est qu'il faudrait qu'on ait, mais bon, ça, c'est un autre sujet un peu sensible, des politiciens qui aient des visions un peu plus long-termistes, plutôt que des visions court-termistes et des effets d'aubaine, enfin de profiter, si tu veux, de choses de court terme. Bon, ça c'est un autre sujet. Alors justement, sur l'évolution du marché de l'énergie, allez, Madame Irma, hein, Irma Chiron, pouvez-vous nous dire comment vous voyez les choses sur les 5 prochaines années? Bah, bien sûr. Je sais déjà pas ce qui va se passer dans les 5 séances qui viennent. J'adore toujours cette question. Dépendamment de si on a des tensions géopolitiques ou pas, si on découvre des extraterrestres ou pas, si on se met à forer la Lune ou non, s'il y a une récession forte ou pas, s'il y a une scission de la planète Chine, États-Unis, un peu en mode guerre froide. Non, franchement, je n'en sais absolument rien. Simplement, avec tout ce qu'on a dit avant, on est bien conscient qu'il va falloir du gaz, du pétrole, de l'uranium, des renouvelables, un peu sur toute la planète. Donc, on va avoir un secteur qui va être dynamique, qui va être soutenu. On va avoir des investissements. On va très certainement avoir des pouvoirs publics qui vont en soutenir certains d'entre eux, hein, notamment les renouvelables, solaire, éolien, biomasse, etc. Donc, il va y avoir des opportunités. Ça, c'est ma réponse. Voilà. Il va y avoir des choses à faire. Ok, alors, je vais peut-être changer un peu l'orientation de la question, clairement. Mais les sous-secteurs de l'énergie qui, d'après toi, seraient intéressants sur les 5 années à venir. Alors, moi, d'un point de vue perso, on le disait juste avant, je me suis exposé justement via un ETF aux énergies renouvelables. Après, tout le reste, pour l'instant, je reste out. Est-ce que toi, tu parlais tout à l'heure d'uranium, effectivement, qui a beaucoup augmenté. Donc là aussi, peut-être d'attendre une correction. Néanmoins, vu que le nucléaire revient au devant de la scène sur un horizon de 5 ans, c'est peut-être pas déconnant de 6 corrections dans les mois, trimestres à venir, d'en profiter pour pouvoir se positionner dessus. Alors, tu fais bien d'évoquer la notion de temps. Déjà, il faut savoir, donc, comme on l'a dit, les sous-secteurs du secteur énergétique, il y en a un paquet. C'est-à-dire que on peut parler des différentes énergies, du gaz, du pétrole, du nucléaire, des renouvelables, etc. Et puis ensuite, dans chacune de ces énergies, il y a les extracteurs des ressources, les producteurs, les transformateurs, le stockage, les transporteurs. Tu peux avoir des sociétés qui sont spécialisées dans la liquéfaction du gaz et leur transport, comme GTT en France, qui est une magnifique valeur. Donc, déjà, savoir qu'il y a plein d'énergies et plein de sous-secteurs dans ces énergies-là. Et ce qui compte, si tu veux, pour moi, c'est la notion de timing. Tu me dis, Nicolas, effectivement, le nucléaire s'est bien apprécié ces dernières années. Enfin, là, ça fait à peu près 2 ans qu'il s'est réveillé. Est-ce que tu investirais dedans dans les 5 ans qui viennent? Pour les 5 années à venir? Et je te répondrai oui. Mais à très court terme, non. Voilà, donc, s'il s'agit de faire un investissement de très long terme, j'aurais tendance à fractionner mes achats et à les acheter en cas de repli pour jouer cet investissement de long terme. Enfin, pas jouer, mais mettre à profit. À mon sens, il y a un sous-secteur dans le secteur énergétique qui pourrait être intéressant, très intéressant en 2024-2025, c'est les renouvelables. Alors, je vais te montrer un ou deux graphiques comme ça va alimenter mes propos. Excellent. Hop.
parce que moi j'aime bien les graphiques. Alors après, souvent, on est réducteur avec l'analyse graphique. L'analyse graphique, c'est pas juste regarder des niveaux de prix et puis des cassures à la hausse ou à la baisse, c'est aussi regarder des comparaisons entre actifs, c'est regarder des surperformances, sous-performances, etc. Alors, je te montre d'abord un ETF sur l'uranium. Voilà, que tu vois un petit peu le réveil de la bête. Ce qui est excellent, voilà, ça donne aussi des potentiels euh, canaux d'investissement, véhicules d'investissement Ouais. pour ceux qui regardent la vidéo. Tu vois là, l'uranium, en fait, on baisse jusqu'en 2020, puis post-Covid, un peu comme beaucoup d'autres actifs, il se réveille. Et là, en tout 2022-2023, ça a congestionné. Et depuis début 2023, on est parti dans un mouvement haussier assez puissant, assez soutenu. C'est franchement un beau rounding bottom, un beau un retournement global de ce secteur-là. Moi, il y a une valeur que j'adore dans le secteur énergétique, c'est Cameco Corp. J'en ai beaucoup parlé dans mes émissions et puis je participe à un produit mensuel payant dans lequel en fait je parle de certaines configurations et de choses qui m'intéressent. Et c'est vrai que Cameco Corp, ça fait un an et demi que j'en fais un suivi. Tu vois qu'elle est magnifique. Maintenant, l'acheter maintenant alors que elle vient de faire x4 en l'espace de 3 ans, le timing ne me semble pas opportun. Voilà. Maintenant, si on avait des corrections sur ce titre-là, de l'ordre de, je dirais, 20 à 30%, typiquement, ça m'intéresserait dans une optique de très long terme, dans une diversification de mon portefeuille sur le secteur énergétique. Maintenant, je vais te montrer un truc beaucoup moins joli. Je vais te montrer des entreprises françaises, notamment le leader sur l'énergie renouvelable, NeoEN. Et donc, tu vois qu'ici, c'est beaucoup moins joli. En fait, en 2019, 2020, on a tous les renouvelables, NeoEn, Voltalia, Bioma et plein d'autres sociétés européennes qui sont cotées en bourse, qui sont soutenues par la volonté de l'Europe de développer le renouvelable. Ensuite, certains, on va leur couper les robinets, notamment dans le solaire où on va complètement les abandonner au niveau subvention, etc. Et puis ensuite, en 2022, on a quoi? On a la hausse des taux d'intérêt. Or, les sociétés du secteur renouvelable sont des sociétés à croissance forte, mais à un endettement extrêmement fort. Donc forcément, quand tu es méga endetté et que tu as des taux d'intérêt qui sont élevés, ça devient plus compliqué. Et c'est pour ça que la plupart des sociétés de ce secteur se sont fait dézinguer en 2022 et 2023. NeoEn est revenu sur ses niveaux de fin 2019 et sur une zone qui, à titre personnel, m'intéresse beaucoup. Je vais aller jusqu'à te montrer le mode d'emploi me concernant pour mon achat éventuel l'année prochaine. En fait, je vais tout simplement matérialiser la dynamique baissière des prix avec une oblique qui passe par tous les plus hauts depuis des mois. J'ai aussi l'utilisation d'une moyenne mobile qui est la moyenne mobile à 200 périodes qui est très, pour moi, pertinente. Et je vais en fait attendre que les prix s'extraient à la hausse, cassent des niveaux, cassent des résistances, montrent un retour des investisseurs, des volumes et d'un intérêt sur ce secteur pour pouvoir rentrer dessus. Ça me dérange pas de payer une action 10 à 15% plus cher si quand je rentre, je suis persuadé qu'il se passe quelque chose de fort dessus, plutôt que de l'acheter soi-disant en basse et puis de l'avoir végété dans mon portefeuille pendant 6 mois. Tu vois? Ouais, d'avoir un vrai signal de retournement, quoi. Voilà. Voltalia, c'est pareil, est une entreprise qui m'intéresse, mais a publié des mauvais chiffres récemment. Elle est revenue sur ses plus bas de 2015, de 2016, de 2018. Elle est revenue sur ce niveau de prix après avoir été divisée par 3 donc. Et c'est le genre de société que je vais surveiller dans les mois qui viennent pour voir si on est en train de construire une base. Il y a d'énormes volumes traités pour voir si de cette base qu'on est en train de créer, on va s'en échapper un moment par le haut, auquel cas j'y rentrerai. Moi, j'ai tendance à dire quand un actif ne bouge pas, il ne m'intéresse pas. Il faut savoir que 90% du temps, un actif est sans tendance. Donc, je vais attendre des signaux du marché, je vais attendre une dynamique pour pouvoir rentrer dessus. Donc, je vais te montrer un dernier graphique sur les renouvelables. Ça, c'est, tu parlais d'ETF tout à l'heure.
c'est le Global X Renewable Energy Producer ETF, qui doit être un ETF américain. Et tu vois qu'on est au ras des pâquerettes, quoi. On est plus bas que pendant le mars 2000. On est au niveau du mars 2020 du Covid, en fait, sur cet ETF. Même niveau qu'en pleine crise Covid. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est pour ça que j'en ai acheté. Ça a été un beau carnage au niveau des ratios de valorisation, au niveau des capitalisations boursières, J'ai etc. pas acheté cet ETF d'ailleurs, je précise pour ceux qui écoutent. Moi, j'ai acheté effectivement un ETF énergie renouvelable, mais pour précision, c'est alors le nom c'est LYNRJ Amundi. C'est un ETF Amundi. Voilà, MSCI World New Energy. C'est surtout toi. Ah ouais, comme toi, hein, tu le disais en introduction, mais écoute, j'ai pas encore de vin et d'art, mais c'est dans mon radar aussi. Alors, je te le dis tout de suite, petite astérix, c'est deux classes d'actifs qui ne rentrent pas dans mon patrimoine. Enfin, d'accord. Comment dire? C'est pas ça, c'est que l'art que j'achète, je sais que je ne le revendrai pas, donc je le considère pas comme un actif, parce que c'est des choses que j'achète. Tu vois, c'est un bureau Paulin des années 70, un original sur lequel je vais bosser pendant les 20 prochaines années. Bon, peut-être qu'au bout d'un moment donné, je vais m'ennuyer, mais sinon c'est peut-être quelque chose qui restera à vie dans ma maison et qui sera transmis à mes enfants. Et puis le pinard, tu me verras pas vendre une seule bouteille de vin jusqu'à ma mort, sauf si j'ai vraiment une maladie incurable. Donc c'est un actif qui est très liquide, mais petit jeu de mots, mais qui ne sera jamais vendu dans mon portefeuille, donc c'est de la perte sèche. D'accord, ok, c'est on va dire de l'investissement. C'est mon Plaisir. ami Hugo de la chaîne Hugo H Fiscalité qui dit que lui il achète mais il fait de l'investissement consommation. Voilà. Ouais, pas mal. Alors après, t'as des investissements consommation un peu mix. Par exemple, la voiture de collection. Oui. Tu peux d'une part en profiter, l'usiter, mais d'autre part la revendre à terme. C'est intéressant. Ouais, absolument. J'avais fait une opération de ce type pendant le Covid où j'avais acheté une jolie voiture que j'ai revendue 2 ans plus tard, quasiment au même prix. En fait, du coup, l'utilisation, j'ai pas eu de dépréciation. Ouais. Mais pareil, à ce moment-là, tout le monde s'en désintéressait. Et puis c'est quand tout le monde s'en désintéresse qu'il faut que c'est le moment d'acheter. Voilà, c'est le classique acheter quand c'est au plus bas et puis vendre quand c'est au plus haut, qui est extrêmement difficile à faire. Buy fear, sell greed. On achète la peur, on vend l'avidité. Exactement. C'est ce qui explique que je fasse de l'analyse graphique, si tu veux, parce que l'analyse graphique est le meilleur moyen de matérialiser la psychologie des investisseurs. Et pour moi, malgré le côté un peu algorithmique et robotique des marchés financiers, la psychologie des investisseurs reste un des trucs les plus puissants qui soient. Et en plus, étant adepte de Twitter et très souvent sur Twitter, je mets un point d'honneur à nettoyer mon flux pour avoir des acheteurs et des vendeurs tout le temps, pas être permaboule ou permabire. Et ça me permet de jauger. Tu vois? Ouais, je vois très bien. Quand il y a 6 mois, on est à 7400 points sur le CAC 40, je dis aux gens, ça va baisser, tout le monde dit, non, ça va pas baisser, puis si on baisse, on ira à 6800, puis 6800, j'achète. Il y a un mois et demi, on touche 6800 points, il n'y a plus personne qui voulait acheter. Plus personne. Je dis, mais attendez les gars, il y a 6 mois, j'ai posé la question, j'ai fait un sondage, j'ai dit 6008, vous achetez? 90% des gens, ouais, j'achète. Et là, le mois dernier, 6008, vous achetez? Ah ouais, mais non, mais là, mais la Chine ralentit, tout ça. Et la psychologie humaine, c'est vraiment fantastique. Ouais, c'est fascinant, c'est clair. Mais ouais, complètement. J'utilise aussi pas mal Twitter, alors plus sur le marché crypto qui est très sujet à la psychologie des foules. Ouais, complètement. Je trouve que c'est alors pour ma part, je m'en suis aussi servi comme un excellent terrain d'entraînement en fait. Tout va plus vite, c'est tout le temps ouvert
Et puis Ouais. alors là, en termes de psychologie des foules, on est bien, Au quoi. max. Au max. C'est énorme. C'est Donc énorme. ouais, c'est effectivement voilà, marché crypto, pareil. Et puis ouais, ben pour ma part, j'ai acheté autour des 6800 le S&P 500 pour info. J'étais content de le faire, comme souvent, hein, quand il y a une grosse news qui fait peur à tout le monde. Pareil, la chute de FTX, j'ai recommencé à accumuler de la crypto à ce moment-là. Et c'est quand dans les moments où tout le monde flippe, où il y a un gros événement comme ça qui propulse les émotions à leur paroxysme, Ouais. qui sont à mon sens les meilleurs moments pour se positionner. Pour investir, ouais, complètement. Et c'est aussi pour cette raison-là, depuis tout à l'heure, que je te dis que l'uranium et le pétrole, on en a beaucoup parlé ces derniers trimestres et ça s'est beaucoup apprécié, donc ça m'intéresse peut-être un peu moins à court terme. Par contre, le renouvelable, dont on n'entend plus parler et où tout le monde est devenu négatif, m'intéresse de nouveau. Et c'est rigolo d'ailleurs, puisque on s'est pas concerté et tu me dis que tu as acheté un ETF renouvelable et que moi c'est mon dada pour 2024. Donc, Ouais, absolument. On s'est effectivement pas du tout concerté et on est arrivé à une et je conclusion pense qu'il y aura des similaire. OPA. Moi, je voulais pas oublier Oui. cette chose-là. L'année dernière, il y avait Albioma qui était un spécialiste dans la biomasse qui a été racheté. Je pense qu'on va avoir des OPA. D'ailleurs, on va parler après, plus tard dans cette vidéo de Total et de sa stratégie dans le renouvelable, d'investir de plus en plus et de faire du renouvelable. Bah, pour ce faire, va bien falloir investir, mais deux, très certainement acheter des boîtes. Hein. Donc, je pense que il faut se faire une map un petit peu de toutes les sociétés des énergies renouvelables d'Europe, parce qu'il y a aussi des très belles choses, Espagne, Portugal, etc. Et de voir lesquelles pourraient être les cibles des majors. Bon, on reprend, on a une petite coupure, hein, c'est comme me le disait Nicolas sur WhatsApp, l'avantage, le désavantage de vivre sur des îles, c'est que de temps en temps, on a des petits soucis de connexion, même si globalement, bon ben, ça se passe plutôt bien. Et donc, on reprend notre vidéo, même si pour vous, il n'y a pas vraiment de coupure, hein, la magie du montage. Mais en l'occurrence, on va maintenant parler des risques, puisque bien entendu, hein, comme tout investissement, il y a des risques qui y sont associés. Et donc, voilà, quels sont les risques principaux sur cette classe d'actifs, sur ce secteur plutôt, très exactement, pas classe d'actifs. Bon, on en a évoqué quand même quelques-uns jusqu'à maintenant, hein, risques géopolitiques, les risques politiques tout court, et puis qui peuvent toucher, comme on l'a vu pendant le Covid, hein, on avait des problématiques d'approvisionnement, Oui. donc de transport. Donc bon, c'est quand même un secteur où il y a plein de choses qui sont interconnectées avec celui-ci, et puis ça va dépendre aussi des classes d'actifs. On l'a évoqué aussi le risque de décision gouvernementale. Bon, c'est lié en fait au risque politique, mais les subventions qui s'arrêtent sur le secteur du solaire. Après, Après, d'une manière, tu peux avoir plein de risques. Hein. Alors, dans les risques politiques, il y avait aussi les risques de taxes spéciales. Par exemple, bien vu. la taxation des bénéfices exceptionnels que l'État voulait faire sur Total. Tu as les scandales. Tu as Oui. les scandales que tu peux avoir, comme par exemple les installations de Shell qui avaient laissé une marée noire se faire dans l'océan. Donc avec des plaintes, avec des problématiques médiatiques, avec une image qui est complètement bousillée au niveau des médias. Tu as les changements de régime dans les pays africains qui peuvent changer l'approvisionnement ou les puits. Tu as les phénomènes extrêmes comme le Covid. Et puis, si on parle plus de risque de marché, alors risque de... Si on parlait tout à l'heure des parapétrolières. Les parapétrolières, quand tu as un pétrole à 40, les majors pétrolières, elles investissent plus. Donc, les parapétrolières se font dézinguer. Inversement, quand le pétrole est à 100, 120, les parapétrolières cartonnent. Mais bon, il faut le savoir. Tu as la volatilité des actions. Même si Total et Shell et autres grosses pétrolières sont des grosses berthas stables sur le long terme, si tu veux. Pendant le Covid, elles ont quand même été divisées par deux et demi, hein, certaines.
Mais si j'avais mis la volatilité des actions dans les risques dans ma petite liste, c'était surtout pour les parapétrolières. En fait, de la même manière que sur les métaux, tu peux aller trader les minières juniors aux États-Unis, avoir de la volatilité sur des sociétés qui travaillent sur l'extraction d'or ou d'argent. Tu as de la volatilité sur ces petites valeurs-là. Qui dit volatilité dit risque. Hein. Le ratio rendement-risque, plus tu peux gagner, plus tu peux perdre aussi. Donc, c'est aussi notamment le cas pour les sociétés du secteur renouvelable, puisqu'on a vu qu'elles avaient été divisées par 3 depuis 2021-2022, et les parapétrolières qui sont beaucoup plus volatiles que les pétrolières. Ah oui, et puis un truc que j'avais oublié, les normes ESG, ISR, les normes des fonds d'investissement pour pas aller dans du polluant, des choses comme ça. Donc ça fait énormément de risques, mais bon, si on les liste ici, c'est tout simplement pour que les auditeurs ne soient pas, c'est pas pour leur faire peur, c'est parce qu'il faut les nommer, ces risques-là, pour être carré dans notre tour d'horizon. Tout à fait. Je voudrais revenir sur un point que je voulais réaborder tout à l'heure avant notre coupure d'internet, enfin ma coupure internet. Le fait que, tu vois, il y a tout le monde qui s'accorde à dire oui, mais le pétrole, il faut moins en consommer, etc. Est-ce que moi, je suis pas certain que ça sera le cas. Je crois que c'est notamment sur la chaîne de Grand Angle et Charles Gave qui est évoqué sur le fait que en fait, si on regarde l'historique d'utilisation des énergies, en fait, ça n'a pas une tendance quand il y a une nouvelle source d'énergie qui apparaît, ça n'a pas une tendance à aller grignoter l'autre, mais plutôt à s'accumuler. En fait. Donc, est-ce que vraiment, c'est très décrié effectivement par rapport aux normes ESG, etc., l'investissement dans le pétrole, dans les actions pétrolières, mais bon, fondamentalement, est-ce que vraiment on va utiliser moins de pétrole sur les 20 ans qui viennent? Pour ma part, je suis... Voilà. Non, on va continuer d'en utiliser énormément. On va continuer d'utiliser énormément de pétrole et de nucléaire pour au moins faire une chose, la transition énergétique vers du renouvelable. Ouais. C'est qu'il faut bien les produire, ces éoliennes. Il faut bien les produire, ces panneaux solaires. Bien vu. Donc, on l'a vu quand tu disais que ça s'ajoute. C'est vrai, tu as raison. On disait que les prix du pétrole pourraient se calmer ces 10 dernières années parce qu'on allait avoir le développement des pétroles et des gaz de schiste. Sauf que, en fait, on s'est rendu compte que la demande d'énergie est tellement montée fort que cette offre des gaz et des pétroles de schiste n'a fait que compenser cette augmentation de la demande. Donc, c'est ajouté à la demande de pétrole conventionnel qu'on avait avant. Donc effectivement, ça va pas remplacer. Sauf à ce qu'on trouve des nouveaux réacteurs nucléaires ultra puissants. Pour le moment, en tous les cas, on n'a pas encore trouvé l'énergie de la prochaine révolution. Ouais, clairement. Donc en tout cas, voilà, ça va dans la lignée de ce que l'on évoquait tout à l'heure. De toute manière, on continue à avoir des besoins énergétiques qui augmentent. Et même si on se dit ok, mais est-ce que c'est, alors pour faire la liaison avec Total Energy, est-ce que c'est judicieux d'aller investir sur du Total Energy parce que voilà, le pétrole, il y en aura, on va en consommer moins plus tard, le prix va diminuer, la valeur aussi. Et en fait, voilà, il y a une grande probabilité, je dirais une quasi peut-être même certitude que sur en tout cas les 20 ans à venir, ça sera pas le cas. Oui. Ce secteur a encore de beaux jours devant lui. C'est ça. Et donc pour faire la liaison avec Total Energy, hein, les gentils sponsors de cette vidéo, merci à eux. Ok, comment justement, toi tu les connais mieux que moi parce que justement tu as déjà produit contenu dernièrement, notamment dans ta lettre pour parler de Total Energy. Ok, comment eux ils se positionnent sur la partie dans le paysage énergétique actuel? Ouais. Alors déjà, je vais présenter deux choses. Je vais présenter Total Energy
selon la version officielle des sites internet qui suivent le dossier Total Energy. Je vais par exemple donc aller sur le site Zone Bourse, pour qui j'ai travaillé d'ailleurs pendant des années, et on va voir ensemble qu'est-ce que fait Total Energy, déjà pour le rappeler aux personnes qui écoutent cette vidéo. Comment il se positionne? Pour l'instant, c'est parmi les premiers groupes pétroliers mondiaux, avec raffinage et chimie, 43,3% de l'activité. C'est de la raffinage de produits pétroliers, 16 raffineries dans le monde, fabrication de produits chimiques, donc les oléfines, aromatiques, polyéthylène, fertilisants et tous les dérivés, et des spécialités type caoutchouc, résine, adhésif. Et puis, le groupe fait également des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers. Donc ça, c'est 43%. Après, tu as la distribution de produits pétroliers pour 35,8%. Et ça, c'est les pratiquement 15 000 stations-service que Total a dans le monde. Donc, tu prends l'activité raffinage et tu prends l'activité distribution de produits pétroliers, tu es pratiquement à 80% de l'activité. Et après, pour pratiquement 20%, 17,4% exactement, c'est de la génération d'électricité à partir de centrales à gaz et d'énergie renouvelable. Et c'est d'ailleurs cette branche-là que le groupe est en train de développer, en fait. Alors, il développe les activités de transport, de stockage et de vente de gaz naturel, de gaz liquéfié également, de gaz de pétrole liquéfié et de charbon. Et puis, il y a toute cette partie énergie renouvelable qui sont en train de développer. Et à ce sujet-là, afin d'être précis, justement, je vais non plus exposer ce que Zone Bourse met en avant, comme un peu tous les sites qui suivent leur Total, mais ce que Total nous a dit, en fait, quand on a discuté avec eux, quand ils se présentent. Alors, effectivement, Total, pour eux, donc, se présente comme une des compagnies les plus rentables du secteur, avec une belle performance, en fait, qui est le fruit d'une transformation initiée en 2020 et que je trouve smart. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en 2020, en plein Covid, quand l'action était à 25 €, je criais sur les toits qu'il fallait en acheter à tue-tête. Parce qu'en fait, ils ont décidé de mettre en place une stratégie équilibrée avec, d'une part, la volonté d'assumer leur part de l'approvisionnement en pétrole et en gaz, donc des énergies dont on a besoin aujourd'hui, si tu veux. C'est le débat qu'on a, enfin c'est pas un débat, mais c'est le sujet qu'on évoquait tout à l'heure. À l'heure actuelle, l'Europe, le monde a besoin de gaz et de pétrole. Donc Total est là pour en fournir, mais avec une volonté forte de devenir un acteur fort dans le domaine de l'électricité et de la production, notamment d'énergie renouvelable, à la commercialisation. Donc production, commercialisation, énergie renouvelable, ça peut être de la biomasse, ça peut être des panneaux solaires, ça peut être de l'hydroélectrique, ça peut être toutes sortes de choses, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'il pourrait y avoir des rachats de leur part. Et donc, même si ça ne plaît pas à certaines personnes, on peut en quelque sorte dire que Total est un acteur de la transition énergétique. En termes de chiffres, quand même, on parle de milliards d'investissements et en croissance, et ce tous les ans. 2 milliards de dollars en 2020, 3 milliards en 2021, 4 milliards en 2022, 5 milliards en 2023. Donc en gros, tu ajoutes 1 milliard par an, 4 années d'affilée. C'est colossal. Leur but, c'est des investissements dans l'électricité, notamment d'origine renouvelable, les molécules bas carbone, donc les biocarburants, les biogaz, l'hydrogène, le stockage de carbone. Et ces investissements vont représenter 1/3 de leur investissement chaque année sur le reste de la décennie. En gros, si tu regardes sur la période 2022-2025, tu as 33% des investissements qui sont orientés vers les énergies bas carbone, 30% des investissements orientés vers les nouveaux projets de gaz et de pétrole et de LNG, c'est le Liquefied Natural Gas. Donc, 33% bas carbone, 30% sur en fait les énergies habituelles dont on a besoin là tout de suite maintenant parce que on est dans un monde qui tourne comme ça. Et puis le reste, c'est aussi la maintenance des installations pétrolières et gazières qu'ils ont depuis toujours, électricité, solaire et éolien. Donc en fait, Total est en train de se transformer. Déjà, ça fait des années qu'on dit que Total est un géant pétrolier alors qu'il vendait plus de gaz que de pétrole. Et maintenant, on va continuer de dire que Total est une grande société qui fait du pétrole et qui pollue. C'est un sujet de société. C'est vrai que les énergies, le pétrole, tout ça, ça pollue, mais la volonté est affichée, les investissements sont là, ils sont en train de se transformer et d'aller vers
un producteur d'électricité. Et donc, bon, après, ça, c'est des objectifs très long terme, mais pour les objectifs horizon 2050, en gros, Total veut une répartition avec 50% d'électricité de renouvelable, 25% de nouvelles molécules bas carbone et 25% de pétrole et de gaz. Donc, on a un groupe ici qui a déjà des décennies et qui nous dit, dans 20 ans, le gaz et le pétrole ne représenteront plus que 25% de notre chiffre d'affaires. Donc, la transformation est en cours, elle va continuer. Et elle va permettre justement à cette société d'être un hybride. Et c'est ça qui me plaît beaucoup parce que, d'une part, moi, je suis confiant sur le fait que le pétrole et le gaz, on va en avoir besoin de par la consommation, de par les tensions économiques, géopolitiques, etc. Et d'autre part, je crois dans le renouvelable. Avoir du Total en portefeuille me permet de faire les deux, tu vois, d'être positionné sur le gaz, le pétrole, le renouvelable. Donc, Ouais, alors, effectivement, hein, c'est déjà un secteur ultra solide. Ouais. Voilà, c'est un acteur ultra solide. Et bon, le pétrole, comme tu l'as dit, le gaz, de toute façon, on en a besoin. Voilà, il faut être pragmatique à un moment donné. C'est la différence entre avec le côté idéologiste et manichéen. Le pétrole c'est mal, donc Total c'est mal. Enfin, on est bien content que jusqu'à maintenant, il nous ait permis de développer l'Occident tel qu'il s'est développé. Et puis bon, ok, s'il y a un choix à la fois politique, idéologique, certains diront de civilisationnel, d'aller vers d'autres typologies d'énergie. Voilà, ils sont pragmatiques aussi. Hein. S'il y a un besoin, il y a une nécessité, il y a une demande, donc ils font eux aussi la transition et développent cette typologie de demande aussi, quoi. En tout cas d'offres, en l'occurrence, puisqu'il y a justement de la demande. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un truc, hein, le vœu pieux de il faut qu'on fasse ça, c'est beau, en quelque sorte, mais il faut des moyens. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, les moyens, c'est ce type de société qui les a, et c'est eux qui sont en position d'aller de conduire en fait la volonté politique, parce que effectivement la volonté politique elle est là, mais en fait c'est pas les politiques qui ont le levier de réellement la mettre en œuvre, quoi. Ouais. Ils vont investir, ils vont faire de la recherche, ils vont investir dans le renouvelable, ils vont racheter des sociétés du secteur du renouvelable et ils vont aider à se développer ce pan du renouvelable. Donc à un moment donné, il faut essayer de voir le verre à moitié plein. D'ailleurs, effectivement, ça c'était un très bon point que tu évoquais, les rachats. Donc de potentiellement se positionner sur certaines valeurs qui pourraient être dans le giron, dans les cibles directes d'acteurs comme Total, quoi. Ouais, totalement. Donc au niveau des points forts, je m'étais noté d'évoquer effectivement les points forts du côté de Total Energy. Je crois que ça a été suffisamment dit, hein, le fait que ils sont positionnés sur les énergies d'hier en quelque sorte, et qui sont en train justement de s'appuyer là-dessus, d'exploiter cette partie-là en vache à lait pour pouvoir développer tout ce qui est énergie renouvelable. On a vu les points positifs de Total. Il y a un autre point que je voulais soulever dans les. Donc récemment, moi j'ai fait une newsletter sur Total et j'ai interviewé des gérants sur Total qui me disent en quoi ils m'intéressaient, et ils parlaient de la valorisation faible de Total. En fait, quand tu regardes le ratio de la valeur de l'entreprise par rapport à l'EBITDA, ça permet d'évaluer en combien d'années l'entreprise a la capacité de se racheter avec les résultats d'exploitation qu'elle génère. Tu vois ? Donc, la moyenne sur le CAC, c'est 8,5. Total, c'est 3,5. Ça veut dire qu'en 3 ans et demi de résultats d'exploitation, elle peut autofinancer son rachat. Elle est vraiment peu valorisée. Autre point positif de Total, c'est le retour de l'énergie sur la scène internationale. Ça, on en a parlé. Autre point positif de Total, c'est un acteur de la transition écologique qui souhaite devenir un électricien. Quand tu regardes sur le site
de Zone Bourse. Je vais peut-être repartager mon écran une belle fois. Le site Zone Bourse est très bien fait. D'ailleurs, on pourra mettre des liens en description de la vidéo. Ouais. Donc, tu as les graphiques, les actualités, tu as la notation de Total avec les points forts, les points faibles. Donc là, tu vois que c'est une société qui est profitable, qui n'est pas chère, qui est très positivement couverte par les analystes, mais ça, bon, j'ai mis un petit bémol, je vais revenir dessus juste après. Après, en moins bien noté, c'est la croissance. Hein. C'est une grosse entreprise, une grosse Bertha. On n'est pas sur une GAFAM qui va nous faire 35% de croissance du chiffre d'affaires tous les ans. Quand tu regardes la société, donc là, tu as tout son explicatif. Tu as les ventes par activité, les ventes par région, tu as sa notation. C'est vrai qu'il y a une grosse résilience d'un point de vue aussi géographique, puisqu'elle c'est présent de partout dans le monde, quoi. Ouais, totalement. Les analystes sont très positifs dessus. Après ça, le consensus des analystes, faut faire très attention parce qu'en fait, il est tout le temps positif, il est tout le temps haussier et surtout, il a un temps de retard. Ça veut dire que le jour où le marché va se retourner, ils mettront 6 mois à réviser leur copie. Donc, le consensus des analystes, faut y faire un petit peu attention. Mais sinon, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est le bénéfice net par action et le dividende qui croissent avec le temps. Et donc une distribution généreuse à l'actionnaire qui va d'une part avoir une hausse du cours de son action à très long terme. Ici, tu vois un graphique de Total sur les 30 dernières années. Donc tu vois bien quand même ce canal haussier de très long terme. Et d'ailleurs même, je crois que c'est un graphique sans les dividendes réinvestis. Je vais aller t'ajuster le graphique avec les dividendes. Voilà, ça c'est dividendes réinvestis. Wow. Donc tu vois, 1992, 3,45 €, on est à 63, 2000%, c'est quand même un magnifique score. Et si on revient sur un graphique sans ajuster à l'historique des dividendes, on voit quand même que c'est une dynamique haussière de très long terme. D'ailleurs, ça me permet de revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait qu'on est un peu haut, puisque Total, en fait, au cours actuel, dividende non réinvesti est à son plus haut de 2008. Elle est passée de 20 pendant le Covid à 63. Donc, acheter sur les cours actuels, si tu veux, il suffit de regarder ce graphique pour se dire que plus t'es bas dans le canal, moins t'es cher, plus t'es attractif, plus t'es haut dans le canal, plus t'es cher, moins t'es attractif. Donc, dans le cours actuel, on est plus proche de la borne haute que de la borne basse. En cas de baisse du pétrole, en cas de récession, en cas de baisse de Total, à partir d'une baisse sous les 56 €, moi je trouve ça intéressant. À 50 €, je trouve ça intéressant. Sous 50 €, je trouve ça très intéressant. Parfois, c'est des scénarios qui vont prendre du temps. Hein. Tu vois, en 2008, il aura fallu attendre un choc de marché pour revenir à 35. En 2014, tu es de nouveau à 55, tu dois attendre 2 ans pour en racheter à 36, et ainsi de suite. Mais bon, si on parle d'investir sur Total graduellement dans l'optique d'un portefeuille de très long terme pour les années à venir, moi j'en ai rien à faire d'attendre 1 an et demi pour acheter du Total sous 50 €. Si tu me dis demain, attends 1 an et demi, tu pourras avoir du Total sous 50 €, je le ferai avec grand plaisir. Ça, c'est d'ailleurs une compétence essentielle en tant qu'investisseur, c'est d'avoir la capacité de faire preuve de patience. Ouais. La patience, c'est le truc important. Parce que le point d'entrée est fondamental. Alors après, il y a ceux qui font aussi du dollar cost average, du DCA. Ils vont en acheter un peu tout le temps, et celui qui DCA depuis des années sur Total est très heureux, puisque on l'a vu sur la courbe dividende réinvesti, c'est comme ça. Hein. Donc, t'en as acheté avant le Covid, pendant le Covid, après le Covid, tu as moyenné tout ça, tu touches ton dividende tous les ans. C'est quand même très plaisant. J'évoque aussi, parce que c'est rarement évoqué, en fait, le value averaging. Ouais. J'ai fait une vidéo que je mettrai en haut à droite d'ailleurs sur ma chaîne où j'explique le concept, quoi. Et c'est aussi une manière de s'exposer à l'actif et en fait, d'en revendre quand il aura bien monté. Et puis d'en racheter en fait en mode automatique. Je suis ma feuille de route en mode bête et méchant en quelque sorte, quoi, pour en accumuler, quoi.
Tu définis un range de prix. Alors, on va pas rentrer dans ce débat, sinon on en a pour 2 heures. Mais il y a ceux qui vont faire du value averaging et qui vont dire, bon, au-dessus d'un certain prix, je la vends, au-dessous d'un certain prix, je l'achète. Il y a ceux qui vont faire de l'accumulation rationnelle. L'accumulation rationnelle, c'est de dire, je n'en achète que quand elle revient sur des niveaux historiques, des niveaux horizontaux forts, en cas de correction des prix. Sauf que quand tu n'as pas de correction des prix, tu n'achètes pas du coup. Tu restes out. Et c'est là ce qu'il faut tenir psychologiquement, de te dire je suis en dehors et potentiellement ça continue de pousser. C'est pour ça, pour ma part, je préfère en prendre un petit peu pour, comme je dis, nourrir mes démons. C'est ça. Toujours avoir une petite ligne quand même. Comme ça, si ça monte, on se dit qu'on en a, et puis si ça baisse, on se dit qu'on va en racheter plus. C'est ça. Mais on va dire que pour monsieur et madame Michu, débutants en bourse, qui ne savent pas faire d'analyse fondamentale poussée, qui vont pas savoir définir leur zone de fluctuation pour leur value averaging, ou bien pour définir des zones horizontales de prix pour faire de l'accumulation rationnelle, le dollar cost average, le fait d'acheter tous les mois un petit peu de tout, est aussi une très bonne solution. Quand on regarde sur les 10, 20, 50, 100 dernières années, en fait, étant donné que la bourse est faite d'indices qui structurellement sont faits des meilleures sociétés et qui montent, eh bien, c'est gagnant. Sur les entreprises, c'est un peu plus touchy. Mais on va dire que quand tu parles de grosses Bertha, de gros véhicules comme Air Liquide, comme Vinci, comme Total ou autres, on va dire que le risque n'est pas effacé, mais il est moins. Absolument. Après, sur ma chaîne, on a plutôt déjà une audience qualifiée. On n'a pas trop du monsieur ou madame Michu. On a plutôt des gens qui s'intéressent déjà à l'investissement. Donc, alors on peut se permettre de parler de choses un peu plus complexes. Et je sais qu'il y en a plein qui qui ont ce type de stratégie, qui sont suffisamment éduqués pour faire des entrées en mode correction. Comme tu l'évoquais tout à l'heure, et ce qui me semble assez pertinent. C'est ce que toi et moi faisons. Hein. C'est juste qu'il faut un petit peu d'expérience, quoi. Ouais, c'est ça. Gestion d'émotions. Juste savoir manager sa propre psychologie, essentiel. S'attacher les mains. C'est ça. C'est plus exactement. Alors justement, pour toujours au niveau de Total Energy, à mon sens, elle s'inscrit bien du coup dans une stratégie d'investissement diversifié, dans une construction de portefeuille. Comme tu le disais, c'est une grosse Bertha, c'est une valeur solide qui présente une diversification géographique en termes de typologie de marché, ce qui assure une résilience forte de cette entreprise, et elle est positionnée vraiment quand même sur des choses, je veux dire, c'est pas du jour au lendemain, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, qu'on va arrêter d'acheter du pétrole et du gaz, quoi. Donc on est quand même sur quelque chose d'ultra solide. Donc de l'avoir dans un portefeuille diversifié, de l'intégrer, moi ça me paraît, alors que ce soit directement, soit par le biais potentiellement de l'achat d'ETF, parce que si on prend un ETF énergie, bien évidemment que je ne pense pas qu'il y ait un ETF énergie dans lequel Total Energy ne soit pas présent. Ça me semblerait compliqué là. Ou alors on pourrait c'est un ETF sur les pétrolières américaines, tu vois, un truc fermé géographiquement. C'est ça, absolument. Ou alors on pourrait débattre du coup de la pertinence des analystes qui ont conçu l'ETF, quoi. Donc voilà, sur la manière de rentrer sur Total Energy, je pense qu'on l'a évoqué, en fonction de votre niveau de connaissance, et attention à l'effet Dunning-Kruger, vous surestimez, hein, si vous avez si vous avez attaqué l'investissement, et ça, c'est d'ailleurs des gens comme nous, on y est sujet aussi, hein. C'est comme j'aime bien le dire, c'est pas parce qu'on voit les ficelles des billets que elles n'ont pas d'action. donc voilà, ça c'est quelque chose à se poser régulièrement comme question. Ok, est-ce que je ne tombe pas justement dans ce biais-là?
Donc attention à ne pas vous surestimer en termes de compétences. Effectivement du DCA sur ce type d'action, même si bon, on s'estime averti, c'est pas une stratégie de débile, quoi. C'est-à-dire voilà, là, les plus avertis l'utilisent, quoi, parce que ben statistiquement elle a prouvé sa pertinence, Ouais. en fait, et parce que de toute façon on ne sait pas tout, voilà, et que ça permet de se protéger un peu contre les surprises de marché. Voilà. Est-ce que toi, tu aurais des suggestions supplémentaires que tu souhaiterais donner pour voilà, quelqu'un qui voudrait Histoire de finaliser la chose, je voulais aussi revenir sur la politique de partage de valeur avec les actionnaires, la stabilité du dividende. On a vu le graphique dividende investi qui était magnifique. En fait, il se trouve que Total Energy est beaucoup plus profitable qu'il y a 10 ans, avec un faible taux d'endettement. Et donc, ils sont en train d'accélérer leur stratégie de transformation, on l'a vu. Et ils veulent garder une politique attractive de retour de l'investissement à l'actionnaire. Donc, le groupe a annoncé une nouvelle stratégie d'allocation du cash flow afin d'assurer une croissance rentable et durable de dividendes qui va être donné aux actionnaires. Donc, le conseil d'administration, ils ont décidé d'allouer récemment 35 à 40% du cash flow de l'entreprise. À la fin 2023, le taux de distribution aux actionnaires, il était à 43%. Avec, tu vois, ils avaient mis une guidance à 40%, ils étaient à 43%. Donc, ils étaient très généreux. Et en plus de la politique du dividende, avec une part très importante du cash flow qui est reversé aux actionnaires, ils ont le programme de rachat d'actions de 9 milliards de dollars en 2023. D'ailleurs, si tu regardes le dividende de Total, il n'a pas baissé depuis 1982. Tu sais, on parle souvent aux États-Unis des dividendes d'aristocrates, des sociétés qui augmentent leurs dividendes en permanence, des dividendes stables, etc. Voilà, Total, eux, ça n'a pas baissé. Ils ont versé 3,81% de dividendes en 2022, dont 1 euro de dividende exceptionnel. Ils sont à 5,9 sur la moyenne des rendements annuels du dividende des 10 dernières années. Donc c'est beau, quoi. Et là, le conseil d'administration à court terme a confirmé fin octobre l'augmentation de 7,25% du troisième acompte sur dividende de l'exercice 2023 à 74 centimes par action, notamment parce que il y avait des bénéfices qui étaient exceptionnels cette année. Donc une politique long terme, une politique de partage avec les actionnaires, et c'est ça aussi qui fait l'attractivité du titre. Et c'est ça aussi qui a ce magnifique impact justement sur le graphique de très long terme que je te montrais tout à l'heure avec un très beau parcours dividende investi. C'est sûr que là, on a un prix de l'action qui est plutôt alors raisonnable, mais il est quand même pas mal augmenté. Donc bon, naturellement, toi et moi, on aurait tendance à vouloir rentrer sur une petite correction, quoi. Ouais. Des dividendes, les rachats d'actions. Les investissements, je veux dire, on pourrait se dire, ok, ils versent des dividendes. Est-ce que c'est pas au détriment de l'investissement? En l'occurrence, on l'a évoqué tout à l'heure. Ils investissent. Non, ils investissent. C'est équilibré en fait. Tu vois, autant ils essaient d'équilibrer leur stratégie pétrole-gaz renouvelable, ils essayent d'équilibrer investissement-rémunération de l'actionnaire. C'est pour ça que c'est voilà un gros véhicule, un gros paquebot, quoi. C'est globalement on peut estimer que c'est quand même bien géré, quoi. Ouais. Clairement. En tout cas, vu de notre fenêtre, encore une fois. Les chiffres parlent d'eux-mêmes pour le moment. C'est ça. Ok, à nouveau d'ailleurs, je m'adresse aux spectateurs. Hein, mettez en commentaire si vous avez des questions. On essaiera d'y répondre au mieux. Encore une fois, on n'est pas conseiller en investissement, on n'est pas des experts du secteur ni omniscient, absolument. Donc on essaiera de répondre au mieux, mais c'est important. D'ailleurs, tu l'évoquais tout à l'heure sur le consensus des analystes. C'est important de se faire sa propre opinion. Parce que c'est aussi ce qui assure la résilience psychologique quand les choses se passent pas vraiment comme on veut. Voilà, on peut se raccrocher à son analyse d'origine et aussi potentiellement venir l'adapter, la corriger,
la revoir. Là où bon ben quand on fait comme ça en suivant juste des analystes, on est aussi assez peu souverain sur ses prises de décision et donc sur la capacité à en prendre d'aussi éclairé que possible, quoi. Très bien. Est-ce que tu aurais une dernière chose que tu veux partager ou on peut ou on clôture Bah, sur le sur ces pétrole mots? au sens large et pour rebondir avec ce qu'on a dit au début et pour la boucle soit bouclée, je dirais que Total, le pétrole, les marchés, euh, il faut savoir être contrariant, c'est-à-dire que quand est-ce que c'était? En 2019, 2020, notamment avec le Covid, bon, bah, quand Goldman Sachs et autres grandes banques nous disent le pétrole va rester à 30 dollars pendant longtemps, voire aller à 10, bah, achetez-en. Et puis quand le pétrole monte à 100 dollars, comme récemment avec la guerre en Ukraine, 110 dollars et que JP Morgan écrit qu'on va à 200, bah, vendez. Voilà. Et gardez C'est ça. clair. Ça marche avec les médias, ça marche avec le consensus des analystes, ça marche avec beaucoup de choses. Le pétrole, en fait, c'est très comme ça. Dès que ça monte fort et que tout le monde se met à en parler, il faut lever le pied. Et dès que ça baisse fort et que tout le monde dit que ça vaut plus rien, il faut pas hésiter à en remettre un petit peu dans la cuve. Et ça d'ailleurs, c'est une vraie gymnastique intellectuelle à entretenir et qui n'est pas du tout naturelle, hein, parce qu'effectivement, on a voilà, euh, on est poussé par la psychologie des foules, tout simplement. Quand on voit bah ça monte et que tout le monde est euphorique, on est vite contaminé. Donc voilà, ça c'est vraiment une habitude à prendre en tant qu'investisseur, d'essayer de rester éloigné de ça ou en tout cas de revenir à ses fondamentaux et de se les Ouais. rappeler pour arriver à faire exactement ce que Nicolas vient d'évoquer. Ouais. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous qui avez regardé cette vidéo. Si vous avez appris des choses, ben, likez, partagez. Ça permettra de donner de la visibilité à celle-ci et Ben, merci faire à toi grandir la chaîne. pour cette discussion ouverte Merci beaucoup. entre investisseurs curieux. Je mets les liens d'ailleurs vers les réseaux de Nicolas que je vous invite vivement à suivre, notamment sur Twitter. Tu es bien actif sur Twitter. Je mettrai le lien vers ton site. Pour les court-termistes, oui, on va dire que sur Twitter, je parle de l'actualité au quotidien, d'opportunités de court terme, de signaux que donnent les différentes classes d'actifs. Après, pour des gens qui ont un petit peu moins de temps, qui font un petit peu moins de court terme, bah, le mardi d'ailleurs, dans 2 heures, cet après-midi, là, je vais faire mon émission bimensuelle, où pendant 1 heure, 1 heure et demie, bah, je fais le tour un peu de plein de configurations de la macroéconomie aux actions sur la chaîne que j'ai créée qui s'appelle WeBourse. Et puis pour les moyens long-termistes qui veulent des sujets un peu plus creusés, des sujets thématiques, l'intelligence artificielle, pourquoi le compte titre est une bonne enveloppe, que sais-je, c'est assez diversifié. Il y a ma newsletter avec pratiquement 30 000 personnes inscrites dessus. Et je crois savoir qu'elle intéresse pas mal les gens. En tous les cas, je fais en sorte que les sujets soient très diversifiés. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est sur nicolaschéron.fr. Et c'est gratuit. Oui. Ouais, voilà, j'allais le dire. Je suis moi-même inscrit, effectivement, et j'allais le dire, la newsletter est gratuite. Tout à fait. Lien en description. Et puis je mettrai le petit i là sur YouTube pour aussi les amener vers ta chaîne sur YouTube. Merci beaucoup. Très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ciao Cédric, au revoir à tous, à bientôt.